Ces signes de vie venus des entrailles de la montagne nous avaient rassurés. Mais comment délivrer les prisonniers? Chichi escalada la paroi à pic pour l'examiner à son sommet. J'arrachai l'herbe et soulevai les plantes pouvant masquer une faille. Polynésie introduisit des noix dans l'orifice utilisé par le Jabizri pour rentrer chez lui. C'est très nourrissant. Mais ce fut Jip qui nous mit sur une piste en découvrant que la terre était meuble au pied du roc. En creusant davantage, on pourrait faire descendre suffisamment le bloc pour qu'en haut, les Indiens trouvent un espace par où s'échapper. Tu as raison. Essayons. Apprêtez-vous et décampez si le bloc commence à bouger. Il vous aplatirait comme des crêpes. Attention! L'énorme rocher glissa d'une dizaine de centimètres pour se nicher dans la tranchée que nous venions de creuser. Au-dessus, aucune trace d'ouverture, malheureusement. Mais bientôt, le pan commença à s'écarter de la montagne pour aller se fracasser en tombant vers l'avant dans un vacarme assourdissant. Des cris de joie retentirent. Je crois apercevoir Longue Flèche. Il s'approcha lentement à travers les roches éboulées, main tendue, et l'Indien lui offrit bientôt la sienne. Quel moment! Après plusieurs tentatives vaines de communication en langues animales, le docteur eut l'idée de dire en aigle au grand naturaliste combien il était heureux de le retrouver bien vivant. Tu nous as sauvé la vie. À l'intérieur se trouvaient 9 autres Indiens qui gisaient au sol dans un épouvantable état de maigreur. Certains paraissaient morts, mais, après vérification du docteur, ils respiraient encore. Nous repartîmes bientôt avec nos hôtes vers leur village sur la côte. C'est pendant le trajet que Longue Flèche apprit la mort du chef de sa tribu, à l'âge de 80 ans. Une agglomération de huttes et de totems apparut soudain au détour de la crête d'une colline, à l'extrémité de l'île. Quel nom porte ce village? Popsipetel. Des dizaines d'Indiens accouraient saluer les amis et parents qu'ils n'espéraient plus revoir vivants. Quand ils apprirent que l'étrange visiteur blanc était à l'origine du sauvetage, ils le traitèrent en héros, le portant en triomphe jusqu'à l'entrée du village. Dans notre foyer d'accueil était apprêté un festin composé de poissons et de fruits. Cela nous mettait d'autant plus l'eau à la bouche que nous étions affamés. Le poisson n'était pas cuit. Avec 1000 excuses, le docteur expliqua le problème à son hôte. Comment faire un feu? Je crois que nous devrons attendre demain, car outre les bois différents, nous avons besoin d'un vieux nid d'écureuil comme d'une huile. Or, sans lampe, celui-ci, vous ne pourrez le trouver dans vos forêts à cette heure. Mais tous les peuples sans feu s'habituent à voir dans l'obscurité. J'envoie un homme immédiatement. Tu auras ce nid dans l'heure. 2 hommes partirent aussitôt en courant, et peu après déposaient à notre porte un nid d'écureuil, avec des bouts de bois durs ou tendres. John Dolittle détendit la corde d'un arc, fit une boucle dans laquelle il enfila le bâton dur, et se mit à frotter ce dernier contre la bûche tendre, qui bientôt commença à fumer. Il plaça sur la partie fumante ce qui tapissait le nid, et me demanda de souffler dessus. Puis il fit tourner le bâton de plus en plus vite. La pièce s'emplit de fumée. Enfin, l'obscurité autour de nous s'embrasa. Nous fîmes un immense feu de joie au milieu du village. Certains Popsipetel étaient si heureux de se sentir au chaud que nous crûmes bien ne jamais les voir partir se coucher. Le docteur leur montra comment utiliser le feu dans leurs habitations de chaume et comment y aménager une sorte de cheminée. Et avant de pouvoir enfin nous reposer de cette journée longue et éreintante, nous remarquâmes un grand nombre de huttes déjà éclairées.